C'est normal. Voilà, donc je vous laisse remettre vos caméras si vous le souhaitez. Pas d'obligation, bien entendu. Merci à nouveau à tous de vous être connectés ce matin pour un webinar qui est dédié à deux marchés majeurs de l'Afrique francophone de l'Ouest, donc la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Deux gros marchés de consommateurs avec des grands projets qu'on va pouvoir vous exposer ce matin, et notamment aussi dans le cadre d'une mission qui est organisée par la Team France Export Normandie à la fin de l'année, donc au mois de septembre. On a le plaisir d'accueillir donc les équipes Business France de Côte d'Ivoire et du Sénégal, et notamment le directeur de la zone subsaharienne, Marc Cagnard, qui est avec nous ce matin, qui est en train de revenir. Marc, est-ce que tu as pu te reconnecter? Ah, voilà. Alors, je suis là, je vous entends, je vous vois. Est-ce que l'inverse est vrai? Oui. Ok, merci Prud. C'est donc à moi de jouer. Ok, mais très bien. Mais bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je suis Marc Cagnard et nous sommes avec les équipes de Côte d'Ivoire et de Sénégal. Ravi d'échanger avec vous sur ces destinations d'Afrique de l'Ouest qui vous sont quand même, je pense, assez familières pour beaucoup d'entre vous. En tout cas, on est ravis d'accueillir la région Normandie régulièrement sur cette destination. Et donc, on va vous représenter les opportunités de ces marchés que sont la Côte d'Ivoire et le Sénégal, avec peut-être un petit focus en rappel juste avant sur l'Afrique subsaharienne, qui est la zone que nous couvrons. Donc, dont moi, j'ai la responsabilité depuis Abidjan maintenant, historiquement à Johannesburg, mais maintenant à Abidjan. On a retransféré notre bureau régional à Abidjan pour des raisons de volumétrie d'activité, principalement. Et donc, on est sur une zone qui reste très dynamique dans le contexte mondial un petit peu compliqué auquel vous êtes tous confrontés. On reste sur une zone très dynamique et c'est ça qu'on voulait aussi vous mettre en avant rapidement au travers de cette slide avec des taux de croissance, vous voyez, pour l'Afrique subsaharienne de l'ordre de 4,6%, bien supérieur à la croissance mondiale. Donc, on a un effet aussi, bien sûr, de rattrapage. Et si vous avez suivi un petit peu l'actualité, on annonce pour 2026 une croissance sur l'Afrique supérieure à celle de l'Asie. Donc, ça aussi, c'est un phénomène un petit peu nouveau qu'il est important de souligner avec des pays qui tirent fortement cette croissance, notamment la Côte d'Ivoire, on y reviendra, le Sénégal de manière un petit peu plus mesurée. Bon voilà, on va passer Prune sur tous ces sujets-là, mais et peut-être on peut aller directement un peu plus loin dans les slides. Je ne vais pas me focaliser sur les slides, l'idée c'est vraiment de vous les transmettre et vous y référerez derrière. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que cette zone Afrique subsaharienne est en forte croissance, elle connaît un certain nombre de défis et de changements structurels majeurs, qu'il s'agisse, bien sûr, bon, toujours sur le plan politique, il y a toujours des soubresauts, on ne peut pas les ignorer, ils sont là, par-ci, par-là. La démographie est quand même explose, et ça, c'est vraiment un point important, parce que derrière, ça entraîne un certain nombre d'évolutions aussi majeures. De même que typiquement l'urbanisation qui est très forte. Donc, si vous êtes dans les domaines industriels ou dans le domaine des infrastructures, il y a des sujets extrêmement importants de ce côté-là. La classe moyenne évolue aussi, évolue considérablement. Donc, aujourd'hui, on parle de 300 millions. Bon, c'est très difficile à estimer, mais ça vous donne quand même une idée de la capacité d'achat de produits, notamment venant de France, de la part d'opérateurs locaux. Donc voilà, on est dans un monde qui change beaucoup, où la France est un petit peu challengée, ça vous le savez aussi, mais globalement, on résiste plutôt bien. Alors, on est quand même aussi challengé par nos principaux compétiteurs, qui sont notamment, on les retrouve assez lourdement, la Chine en tête. De manière un petit peu plus modeste, on les voit quand même bien, l'Inde, la Turquie. Mais on a aussi nos concurrents européens et amis européens qui jouent aussi leur partition dans ce monde où la France est un petit peu malmenée. Et donc, on est challengé aussi par ces gens-là. Donc, on voit globalement notre part de marché s'étioler, mais si on reste en valeur, on continue à progresser. Et ça, c'est la bonne nouvelle. On est aussi très présent en termes d'investissement, en termes d'IDE, côté français. Donc, ça aussi, c'est des points forts. Voilà, donc l'Afrique connaît des changements très importants. La population, juste pour vous donner un chiffre, c'est 1,5 milliard aujourd'hui, ce sera, enfin 1,3 milliard aujourd'hui, ce sera 2,5 milliards dans moins de 20 ans. Donc c'est considérable. Un habitant sur 4 de la planète sera africain. Et si vous venez régulièrement en Afrique, vous voyez, ça bouge quand même pas mal.
Bon, voilà ce qu'on voulait dire un peu en introduction, un petit peu générale, un peu de cadrage. Vous retrouverez tous ces éléments dans le PowerPoint là, que Prune est en train de vous défiler. Je ne veux pas être trop long là-dessus. Je pense vous avoir dit à peu près l'essentiel. Donc nous, on a un réseau, comme vous voyez sur la carte, là, je ne sais pas si tout le monde voit, mais on a 7 bureaux hein, sur la destination Afrique subsaharienne, aussi bien en Afrique francophone, donc aujourd'hui on est avec vous là-dessus, mais également en Afrique de l'Est et en Afrique australe. Voilà, donc une représentation quand même assez forte qui nous permet de couvrir une bonne partie du continent en Afrique subsaharienne, sachant qu'on a des collègues sur l'Afrique du Nord. Voilà, donc je ne veux pas être plus long, Prune. On va enchaîner peut-être directement autour de la slide 16 ou 17 qui parle plus précisément de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, donc, bon, qui est un pays qui vient de connaître une période électorale donc, qui s'est extrêmement bien passée. Ça n'a pas toujours été le cas par le passé. Là, on a eu un moment électoral qui a été bon avec alors l'élection hein, pour un 4e mandat du président Ouattara, plutôt favorable aux intérêts français. Donc, quelque part, c'est aussi une bonne nouvelle pour nous tous. Ça s'est bien passé. Les élections législatives qui ont suivi se sont extrêmement bien passées. Donc, on rentre un petit peu dans une période, pas d'âge d'or, mais en tout cas une période qui s'annonce plutôt heureuse pour la Côte d'Ivoire, sauf changement majeur, mais a priori, il n'y a pas de raison, dans les 3-4 années qui viennent. Donc, le pays est en forte croissance. On est sur une croissance de l'ordre de 6,4%. Tu peux peut-être passer à la slide d'après, je crois qu'elle le dit tout ça. On a une inflation qui est complètement sous contrôle aujourd'hui. Et puis, on a un gouvernement qui a quand même bien pris les choses en main de manière générale, qui a beaucoup mis l'accent sur les infrastructures ces dernières années. Et on voit hein, les infrastructures si vous venez à Abidjan, vous voyez, hein, il y a des ponts, des autoponts, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, il y a des routes, des autoroutes qui ont été créées, y compris tout doucement vers l'intérieur du pays. Donc les choses évoluent bien. Et aujourd'hui, on est sur un plan de développement qui prévoit une évolution des choses, mais plus sous l'angle des services publics, et notamment éducation professionnelle, enfin formation professionnelle et santé, qui sont un petit peu les parents pauvres ces dernières années. Donc l'accent va être mis là-dessus, puis on va continuer sur les infrastructures, on va continuer sur la transformation industrielle, hein, c'est un des axes forts aussi ici en Afrique, de produire localement, s'intégrer davantage dans les chaînes de valeur mondiales, qui n'est quand même pas beaucoup le cas de l'Afrique aujourd'hui, à part l'Afrique du Sud et le Maroc. Donc inclure davantage l'Afrique dans les chaînes de valeur, et ça commence souvent par le secteur industriel, agro-industriel, pardon, avec des très beaux groupes. Hein, on les voit ici d'ailleurs en Côte d'Ivoire, on le dira juste après. Voilà, donc on est encore sur un pays qui est sur des exportations quand même très largement issues du monde agricole, mais de plus en plus, il se tourne vers les hydrocarbures, avec des découvertes majeures hein, dans ce domaine-là, et encore des découvertes aussi dans le domaine minier, notamment les mines d'or récemment, donc qui sont aussi de bon augure pour la suite. Et la France, dans tout ça, garde plutôt, on peut passer à la slide après, une position assez bonne, même si, bon, ne faisons pas d'illusions, elle a perdu les parts de marché, mais elle reste quand même 3e fournisseur du pays. Alors, comme vous le voyez, derrière la Chine, le Nigeria qui est plutôt sur les hydrocarbures, et puis devant quand même encore l'Inde, les États-Unis ou nos compétiteurs européens. On garde une présence française forte ici, hein, de l'ordre de 1000 entreprises, 300 filiales et 700 Français de l'étranger, vous voyez, et un stock d'investissement qui reste aussi important. Bon voilà, donc on est plutôt toujours sur un pays où on est sur un bon momentum, et on est sur un pays où voilà, alors la France n'est pas particulièrement attendue, mais elle est bienvenue malgré tout, et on s'intéresse à nous, on s'intéresse à nos sujets. On est reconnu pour notre savoir-faire, notre qualité de service, nos solutions technologiques. Et donc, voilà, c'est un pays sur lequel il faut plus que jamais mettre l'accent. Et c'est un peu notre ambition, nous. D'abord, en repositionnant notre bureau régional ici. Et puis, on a un programme d'action qui va très vite se matérialiser avec un forum d'affaires dédié à la Côte d'Ivoire le 26 mars prochain, au siège de Business France à Paris. L'idée, c'est vraiment de relancer la relation économique bilatérale post-élection avec ce pays, en tout cas d'y contribuer.
Bon, voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Je pense vous avoir livré les grandes lignes. Je vais laisser surtout la parole aux collègues qui vont intervenir ensuite sur des sujets plus sectoriels qui vous intéressent davantage aussi. Voilà, merci. Merci, Prune. Merci, Marc. Alors, je vous laisse enchaîner. Alors, bonjour à tous. Je suis Agnès Bousson, chargé de développement au Bureau Business France de Côte d'Ivoire. Je suis accompagné de Constance Tondo, qui est chef de pôle. Il faut dire que nous sommes vos interlocuteurs privilégiés pour explorer les secteurs porteurs, notamment l'agrotech et les tech et services, qui en quelque sorte connaissent une certaine dynamique ici en Côte d'Ivoire. Alors, on va passer directement à la slide tech et services. Il faut dire que le pôle tech et services ici est structuré autour de technologies, des services et des solutions pour la transformation digitale des entreprises. Et cela couvre aussi bien la cybersécurité que l'IA et les infrastructures, l'éducation et la finance et le retail. Voilà. Merci. Alors, ce que vous devez savoir sur le marché ivoirien, c'est que le secteur des télécoms et des infrastructures numériques ivoiriennes est en pleine expansion. La Côte d'Ivoire se positionne depuis quelques années comme un hub régional, hein, avec, comme on peut le voir déjà sur la slide, avec plus de 60 millions d'abonnés mobiles. Et cette croissance aussi est également soutenue du mobile money et des investissements massifs dans la fibre et la connectivité. Comme vous pouvez le voir, il y a 3 grands opérateurs telco qui se partagent le marché avec une grande part détenue par Orange et les autres Move Africa et MTN. Donc, ces opérateurs accompagnés des FAI, donc des fournisseurs d'accès à Internet, investissent des sommes massives justement dans la fibre et la connectivité parce que oui, la demande en data explose et l'écosystème est propice à l'innovation, notamment pour des solutions comme celles que certains parmi vous développent. On peut passer au suivant. Voilà. Et un autre secteur porteur aussi est le secteur bancaire. Ici, en Côte d'Ivoire, le secteur vise à être solide et encore plus structuré. Donc, les banquiers y mettent les moyens pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc, on a des acteurs majeurs ici avec un taux de bancarisation qui croît de plus en plus. Donc, on a de plus en plus des établissements qui sont installés en Côte d'Ivoire ou qui ont les sièges ici en Côte d'Ivoire et une grande partie de la population qui, de plus en plus, ouvre des comptes au niveau de ces banques qui sont installées. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que la fintech, c'est surtout la fintech qui connaît une accélération remarquable, comme on peut le voir. C'est plus de 60% des transactions financières qui passent désormais par le mobile money. Donc, on a les telcos qui sont dans le mobile money, Orange Money, MTN et autres. Et à côté, on a des champions locaux également qui ont développé d'autres solutions. Je veux parler notamment de Jamo, Julaya qui sont là. Et qui lèvent des fonds. Et l'émergence du coup de ces champions locaux témoigne d'un marché ouvert à l'innovation ou à des solutions comme ce que certaines entreprises parmi vous développent. Donc, après, vous pourrez voir la slide, vous pouvez lire en plus en profondeur. Donc, on va passer au suivant pour parler du coup du marché de l'éducation. Donc, ici, l'éducation et la formation sont des enjeux majeurs avec une forte demande d'étudiants ivoiriens qui, en plein parcours, demandent justement d'aller poursuivre les études en France. Il faut dire que le marché ici de l'EdTech bénéficie d'un écosystème tech dynamique et également, on peut constater d'une affinité culturelle avec la France. Mais il y reste quand même des défis à relever, notamment les procédures administratives et le logement.
Donc, ce qui pourrait être justement une opportunité pour vous qui êtes dans l'éducation de pouvoir justement permettre à ces étudiants-là qui partent sur la France de pouvoir trouver un logement, mais également de pouvoir se déplacer facilement et obtenir le visa. Alors, je vais présenter un peu brièvement les opportunités. Plusieurs opportunités s'offrent aujourd'hui sur le marché ivoirien dans le secteur tech et services. On peut voir le besoin en connectivité haut débit, que ce soit pour les particuliers ou les entreprises en pleine croissance. Et je pense que cette opportunité-là est bien pour les entreprises qui, justement, peuvent proposer des projets d'infrastructure ou des partenariats technologiques. On a d'autres projets et d'autres opportunités aussi, comme vous pouvez le voir, ainsi de suite. Merci. Merci, Anicette. Tu passes la parole à Constance, je crois. On va passer à la de Vive Santé directement. Ah, pardon, tant pour moi. Fofana, excusez-moi. Aboubacar. Okay. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'intérêt accordé à la Côte d'Ivoire, ce beau pays d'Afrique de l'Ouest. J'insiste là-dessus. C'est la porte d'entrée, la locomotive de l'Afrique de l'Ouest, qui est un hub qui vous donne accès à un marché de plus de 200 millions d'habitants. Et à l'idée que, voilà, pour celui qui veut investir dans l'Afrique de l'Ouest, la clé, c'est la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Comme vous le constatez sur ce slide, on a des secteurs d'activité, hein, comme l'a dit Anissé, en forte croissance. Déjà, si on prend le BTP aujourd'hui, je dirais la marque déposée de notre cher président Alassane Ouattara, qui vient d'être réélu. Il en a fait sa marque déposée parce que, comme il est dit, la route précède le développement. Et la Côte d'Ivoire, qui veut retenir également aussi que la Côte d'Ivoire va être le hub à la fois dans l'énergie, dans les TIC, et également aussi dans tout ce qui est infrastructure et dans l'industrie. Donc, la Côte d'Ivoire se donne les moyens d'être ce leader ouest-africain. Donc, aujourd'hui, en termes d'infrastructure, Marc en a parlé. Comme il a dit, plusieurs ouvrages ont été construits pour faciliter, je dirais, l'exploitation des produits agricoles également et des minéraux. Donc, aujourd'hui, plusieurs infrastructures en cours. Mais la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, veut s'étendre dans la sous-région. Donc, 2 gros projets d'autoroute sont en cours. Hein. Un projet qui va aller jusqu'au Nigeria et un autre projet qui va aller jusqu'au Burkina Faso. Donc, retenez également aussi, après les routes, le pays dispose de 2 ports importants, avec un trafic global de 47 millions de tonnes en 2023 pour les 2 ports. Abidjan, c'est le premier port à conteneurs du pays, et ensuite le port de San Pedro, qui est le deuxième port, le premier port mondial d'exploitation de cacao. L'aéroport est en cours de développement, comme je l'ai dit. Le pays va également aussi être un hub aéroportuaire, donc en cours de modernisation par Bouygues. Ensuite, le pays vient d'acquérir 2 Airbus A300 pour faire aujourd'hui les longues distances. Donc, dessert Paris par plusieurs vols, je dirais, quotidiens sur Paris, aujourd'hui en forte croissance. Ensuite, au niveau ferroviaire, il faut retenir 2 projets importants pour ceux qui s'y intéressent. C'est le métro d'Abidjan, qui est en cours de construction, qui a bien avancé, construit également par Sigma, qui est une filiale de Bouygues, avec une livraison prévue en 2028. Après le métro, l'autre projet important dans la mobilité pour le président Ouattara, c'est aujourd'hui le BRT, le bus rapide transit. Voilà. Construction en fait d'une 2e ligne de bus rapide transit qui va permettre également de désengorger la capitale ivoirienne qui est composée de plus de 8 millions d'habitants. Donc, sur ces 4 secteurs-là, je dirais qu'il y a énormément d'opportunités pour vos entreprises. Sur la partie BTP, tout ce qui va être équipement, engin de BTP, tout ce qui va être maintenance, tout ce qui va être paysage sont des solutions qui intéressent l'État, puisque sur la partie BTP, il est prévu la construction de plusieurs postes de paysage et de péage sur ces autoroutes-là, ces axes autoroutiers. Sur la partie portuaire, également aussi plusieurs investissements dans le cadre de la modernisation et de l'extension des ports. Ça concerne à la fois des grues, ça concerne à la fois tout ce qui est sécurité, sûreté. Donc, vous avez des solutions, ça intéresse l'État. Ensuite, sur la partie mobilité ferroviaire, construction de plusieurs gares de stationnement et également aussi de systèmes de billettique, etc. On peut passer à la slide suivante.
L'autre sujet important pour la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, qui va être également aussi un hub énergétique avec 30% de sites de production en termes d'énergie. Puisque la Côte d'Ivoire aujourd'hui fournit de l'électricité à presque tous les pays voisins, que ce soit le Libéria, la Guinée, le Mali, le Burkina, le Ghana, et va plus loin aujourd'hui en Sierra Leone, Togo, Bénin également. Donc aujourd'hui, la production est essentiellement tourner autour du thermique, 75% du thermique. On a 3018 MW de production énergétique. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, le pays développe aujourd'hui deux axes concernant la production énergétique. C'est la production à partir de la biomasse et également aussi à partir du solaire. Le solaire est encore très faible, certes, puisque la production tourne autour de 1 MW, c'est encore très faible, mais plusieurs projets solaires ont été lancés en 2023 et 2024, voilà, pour essayer de faire monter cette production sur la partie ENR. Ce qu'il faut retenir sur la partie ENR, ce qui est important aujourd'hui pour l'État, il y a deux projets importants aujourd'hui. C'est la réhabilitation de 6 barrages hydroélectriques pour un montant d'environ 300 millions d'euros. Les études sont en cours aujourd'hui par Tractebel Ingénierie. C'est un projet qui est financé par la Team Europe. On trouve dans cette team l'Union européenne, l'AFD, KfW, etc. et la BEI. Donc, c'est un projet qui est en cours. À ce sujet également aussi, vous aurez l'occasion pour ceux qui sont sur la partie ENR de participer à un événement important que nous organisons du 22 au 26 juin à Dakar, Abidjan, qui peut vous permettre en tout cas de saisir ces opportunités sur la partie réhabilitation du barrage. Ça concerne à la fois les turbines, ça concerne à la fois la maintenance du barrage, ça concerne à la fois tout ce qui va être talus et berges, etc. Donc, il y a énormément de projets, d'opportunités à saisir. L'autre opportunité également aussi, c'est surtout la partie stockage. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'est lancée dans la construction de centrales solaires photovoltaïques et le pays aujourd'hui cherche des solutions de stockage d'énergie. Donc, pour des entreprises qui ont ces solutions-là, que ce soit l'État, que ce soit Côte d'Ivoire Énergie, qui est aujourd'hui en charge des investissements du secteur électrique, que ce soit la CIE, qui est l'équivalent d'EDF, aujourd'hui sont à la recherche de ce type de solutions de stockage d'énergie sur la partie ENR. Donc, l'ENR, je dirais, l'énergie a un rôle vital. Voilà. Après les infrastructures, l'État a axé sa politique de développement sur les énergies. C'est ce qui va nous permettre de passer à la slide suivante, normalement sur tout ce qui va être industrie. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, on est dans une logique de développement. On a mis en place les routes. On a mis en place tout ce qui est système énergétique. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire envisage d'être le hub également aussi industriel. Cette photo que vous voyez, c'est la zone, je dirais, la 5e zone industrielle de la capitale économique qui est en cours de développement. Et là, c'est une usine de Heineken qui est installée. Et toute cette zone à l'arrière, c'est toute cette zone qui a développé. Donc, toute cette zone a équipé en termes d'assainissement, en termes d'électricité, en termes de voirie, etc., en termes d'équipement solaire, ça intéresse. Aujourd'hui, retenez que la Côte d'Ivoire, c'est 40% du tissu industriel de l'UEMOA, c'est l'Union économique et monétaire ouest africaine qui regroupe 8 pays, dont le Sénégal, le Mali, le Burkina, etc. L'industrie, aujourd'hui, c'est 26% du PIB. Et la Côte d'Ivoire dispose de 13 zones industrielles en cours de modernisation et de développement. Marc en a parlé aujourd'hui. Le pays, aujourd'hui, se dirige vers ce qu'on appelle la transformation de ces matières premières, en tout cas à outrance, pour avoir de plus-value en termes de fonds. Donc, ça intéresse en tout cas aujourd'hui à développer ces zones industrielles à travers tout le pays et créer également aussi des zones industrielles dédiées selon le type de produits. Ça peut être l'anacarde ou ça peut être le cacao, le café, etc. Donc, il y a des zones industrielles dédiées qui sont en cours de construction. Dans la partie industrielle, l'activité économique est tirée surtout aujourd'hui par, Marc en a parlé un peu, par tout ce qui va être industrie hydrocarbures, tout ce qui va être mine, avec la découverte du jus baleine par Eni. Voilà, je ne vais pas y revenir là-dessus. Mais aujourd'hui, le secteur également qui est très important, c'est le secteur minier, aujourd'hui, qui a une production d'environ 62 tonnes d'or. Voilà, qui est important pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est certes le 8e producteur d'or aujourd'hui africain, très loin derrière le Ghana qui est le premier producteur d'or africain. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les études ont démontré qu'en Afrique aujourd'hui, le potentiel dans les années à venir, c'est la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que le pays dispose à lui tout seul de 2/3 des ressources, les 2/3 de roches birimiennes, c'est des roches très riches en ressources minérales, qui recèlent d'or, de titane, de cobalt et également aussi de diamant et de fer. Voilà, donc c'est ici qu'il y a le potentiel. La Côte d'Ivoire aujourd'hui c'est maintenant que la Côte d'Ivoire se lance, et je dirais, dans la production aurifère et la production des hydrocarbures. Donc tout ce qui va être également aussi opportunité pour vous
C'est tout ce qui va être équipement, construction de mines, voilà, construction de ces mines-là, la maintenance de ces mines, tout ce qui va être construction de bases de vie, tout ce qui va être sécurité également, par drone, voilà, sécurité géospatiale de ces sites miniers-là aussi, pour lutter contre l'orpaillage, intéresse les acteurs ivoiriens. Comme point de vigilance qu'il faut retenir sur tous ces secteurs également, c'est aujourd'hui en Côte d'Ivoire ce qu'on appelle le contenu local. Le contenu local est en plein développement. Il est aujourd'hui appliqué dans le secteur des hydrocarbures et tout ce qui va être également aussi gazier. Donc, nécessite d'avoir un partenaire local ici en Côte d'Ivoire. Le processus est en train de s'étendre aujourd'hui, la loi en cours de discussion sur le secteur minier et plus tard sur le secteur énergétique. Donc aujourd'hui, si vous venez dans ce pays, ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire, je vous incite fortement aujourd'hui également aussi à rechercher des partenaires. C'est notre rôle en Business France. Moi, je le dis toujours, une entreprise qui réussit, c'est une entreprise qui est bien connectée et c'est le rôle de Business France. Voilà, si on peut passer à la slide suivante. Je sais pas si, voilà, je pense que ça, c'est la partie santé. Voilà ce qu'il faut retenir sur la partie santé aujourd'hui. Énormément de développement sur la partie santé. Voilà. Pour avoir un pays bien développé, je pense qu'il faut avoir des hommes en bonne santé. Et le chef de l'État également aussi aujourd'hui étend son programme de gouvernement sur la partie sociale. Donc tout ce qui va être construction de centres de santé, de premiers secours, tout ce qui va être construction de CHU, donc équipement de ces centres de santé-là. Les opportunités aujourd'hui pour nous, c'est surtout dans la partie équipements médicaux et équipements aussi industrie pharmaceutique qui est très peu développée aujourd'hui. Donc, tous ceux qui ont des solutions pour construire, pour faire la maintenance, voilà, la maintenance des salles blanches, tout ce qui va être filtration d'air sont des solutions qui intéressent les acteurs de la santé en Côte d'Ivoire. Voilà quelques points sur la partie santé. Voilà. Donc, voilà un peu pour conclure. Nous sommes à votre disposition sur la en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, première économie de l'Afrique de l'Ouest. Et je passe la parole à nos collègues de Dakar qui viennent de remporter la CAN. Merci beaucoup, Aboubacar. Gérald, je te laisse la parole. Oui, bonjour tout le monde. Gérald Petit, le directeur du bureau à Dakar pour Business France. Donc, nous couvrons le Sénégal et la Mauritanie. Et effectivement, bienvenue chez les champions d'Afrique qui viennent de rencontrer la CAN il y a 2 semaines. Et nous étions en plein dans les festivités, justement, il y a 2 semaines, le mardi dernier. Enfin, il y a 2 semaines, la coupe arrivait avec les champions. Donc, le pays était en liesse. Comme l'a fait Marc tout à l'heure, je vais vous présenter une photographie macroéconomique du pays. Ici, les élections présidentielles se sont tenues il y a près de 2 ans, c'était en mars 2023, donc qui ont marqué un renouveau et un rajeunissement dans le monde, dans la sphère politique, à la tête du gouvernement avec le président Bassirou Diomaye Faye que vous voyez ici en photo. Les prochaines élections présidentielles, 5 ans plus tard, ça nous amène en 2029. Donc voilà, donc il y a, je dirais, presque une autoroute de tranquillité jusque-là pour mener à bien des projets. Les chiffres macro sont soutenus et très favorables. Vous voyez, les taux de croissance économique. Ce sont des estimations du FMI qui sont toujours assez conservatrices. On n'a pas encore l'atterrissage final sur 2025, mais ça devrait être 6% et estimation à 5% cette année. C'est porté à la fois par la production d'hydrocarbures depuis fin 2024 pour le gaz et 2025 pour le pétrole. C'est nouveau, comme pour la Côte d'Ivoire. Ces 2 pays sont producteurs d'hydrocarbures depuis une période très récente. Évidemment, ça soutient l'activité économique du pays. Par ailleurs, une inflation qui est maîtrisée également à 2% l'année dernière, c'était 0,8 l'année d'avant, et un PIB, vous voyez, qui est en forte croissance, qui en fait la 2e ou la 3e économie de l'UEMOA, parce que la Guinée aussi tire vers le haut depuis quelques années, mais un PIB par habitant qui reste assez élevé comparativement à la zone Afrique subsaharienne. Ayant dit cela, le bémol, ça reste la situation budgétaire du pays. Même si le Sénégal a maîtrisé son déficit l'année dernière à un peu moins de 8%, avec un prévisionnel autour de 5-6% en 2026 de déficit, l'endettement global est très élevé. Et ce qui a amené le FMI à suspendre son programme de soutien il y a 1 an et demi. Des discussions sont en cours justement de remettre en place le FMI. Au quotidien, le Sénégal a réussi à conduire
son économie en 2025 en faisant appel aux fonds, aux investissements dans la région. Ils vont continuer à le faire cette année en émettant des bons de souscription largement soutenus par la Côte d'Ivoire. C'est ce qui se préfigure là sur 2026, avec peut-être un lancement aussi d'un programme du FMI. Un point important qu'évoquait aussi Marc de manière générale, c'est la population. Vous voyez, un âge médian, 50% de la population qui a moins de 19 ans. Si on compare à la France, on est largement à plus de 40 ans. Donc, une population très jeune dans tous nos pays d'Afrique de l'Ouest, eh bien, qui emporte des défis majeurs en termes d'emploi, d'habitat, de mobilité. Et tout ça, c'est une dynamique portée par sa jeunesse qui, pour nous, est source aussi globalement d'opportunités. Si on passe à la slide suivante, voilà, j'ai évoqué la politique, mais sur le plan économique, ces nouvelles autorités ont lancé cette vision Sénégal 2050, c'était en octobre 2024. Le but, si je dois retenir deux choses, c'est la souveraineté économique du pays, donc qui sous-tend l'industrialisation et la transformation des denrées produites, et puis le développement endogène, c'est-à-dire un développement à l'échelle du territoire, pas uniquement concentré autour de Dakar, mais vraiment développer des pôles industriels dans toutes les zones du pays. Voilà deux axes majeurs qu'on va retrouver dans ces déclinaisons sectorielles également. Ce qu'il faut noter, c'est que ça reste un pays très attractif en termes d'IDE, mais aussi de soutien des bailleurs de fonds. C'est le troisième pays qui reçoit le plus d'aide au développement d'Afrique de l'Ouest, et ça représente à peu près un peu plus de 5% du PIB en moyenne depuis 10 ans, cette aide au développement, y compris du côté de l'Agence française de développement. L'aide publique française au Sénégal, ça représente 17% du PIB du pays. Si on inclut toutes les aides, c'est le plus fort niveau d'engagement de la France à l'étranger. Donc, c'est vous dire l'importance de cette relation bilatérale qui soutient aussi l'économie sénégalaise, et importance qui est aussi au bénéfice des entreprises françaises qui bénéficient de ces contrats en bout de course. On peut passer à la suivante, et quand j'évoque la relation bilatérale, donc vous voyez ici l'engagement de l'équipe France, la présence aussi très forte de filiales françaises et de Français installés ici depuis longtemps, qui sont aussi des chefs d'entreprise qui développent leurs activités. C'est important de le signaler parce que ce sont aussi de futurs partenaires ou des gens avec qui vous pouvez travailler assez facilement, sachant que ça représente un poids économique non négligeable au niveau du PIB du pays. Par ailleurs, Eurocham, la Chambre de commerce aussi, qui est un partenaire important pour nous, qui compte 200 membres, eh bien, tous ces membres représentent un peu plus de 15% du PIB et plus de 100 000 emplois. C'est vous dire l'importance de cette communauté européenne et française. Dans nos échanges, la France reste le premier ou le deuxième fournisseur du pays. Ça change chaque année entre la Chine et la France. Nous n'avons pas encore les chiffres de 2025, mais les tendances à novembre 2025 témoignaient des chiffres à peu près équivalents à ceux de 2024, là, en termes pour nous d'exportation vers le Sénégal. Donc, ça ne devrait pas varier beaucoup sur les dernières données qu'on mettra en avant. Et puis, la France reste le premier investisseur du pays en stock d'IDE. Alors, c'est vrai qu'avec 16% de stock, c'est un peu moins qu'il y a 10 ans, en part relative. Mais il faut dire que depuis, il y a eu ces investissements massifs dans les hydrocarbures, plus de 10 milliards d'euros d'investissement simplement sur un des deux champs qui a été mis en œuvre. Donc, c'est pour ça. Il y a beaucoup plus d'acteurs. Le gâteau grandit, mais il y a de plus en plus de parts et chacun doit défendre son morceau du gâteau. Une communauté aussi qui est active, juste pour revenir sur les clubs sectoriels comme en Côte d'Ivoire, il y a des communautés sectorielles très présentes, que ce soit dans l'énergie, la santé, la ville durable, et puis depuis peu ici sur le sport, j'y reviendrai avec la perspective des Jeux Olympiques de la jeunesse en fin d'année. Alors pour cette présentation, moi aussi, je vais appeler les ressources internes de l'équipe, notamment sur la filière industrie clean tech. On va commencer avec Talam Fall et ensuite Samba qui prendra le relais. À toi le micro, Talam. Oui, bonjour à tous. Donc, Talam Fall, donc chargé de développement industrie clean tech.
Tout à l'heure, donc Gérald a évoqué un mot qui est très important, qui revient et qui peut être transposé aux différents secteurs, c'est souveraineté. Donc, l'État du Sénégal, donc le gouvernement a une stratégie claire en termes d'énergie. Ça atteint la souveraineté énergétique. Pourquoi? Comme l'a dit également Gérald tout à l'heure, on a une population très jeune, donc avec énormément de défis. Et comme on le sait, l'énergie est la cause, en tout cas la raison principale qui va accompagner justement l'industrialisation du Sénégal. Donc, pour donner un petit exemple, actuellement, le Sénégal est un pays qui a à peu près 2000 mégawatts installés. Le mix énergétique représente à peu près 30%, ce qui est un des plus élevés quand même en Afrique. Donc 15% à peu près de solaire photovoltaïque, 10% sur de l'éolienne et 5% sur de l'hydro. Sachant que l'objectif du Sénégal sur 2030, c'est d'atteindre 40%, avec une bonne montée justement du solaire, également d'une part aussi le développement avec la Mauritanie sur des projets d'hydrogène vert. Alors, on a un taux d'accès à l'électricité qui est aussi important, donc 79%, notamment avec plusieurs projets, donc, dont celui avec la Banque mondiale et MCI, et également pas mal de bailleurs de fonds aussi qui financent plusieurs projets dont la BAD. Mais néanmoins, il reste encore à ce jour près de 14 000 villages à électrifier dans l'ensemble du territoire. Donc, ce qui fait qu'il y a énormément d'opportunités donc, pour des réseaux off-grid, mais également pouvoir justement atteindre ces localités via des solutions donc toujours liées aux ENR, donc principalement le solaire photovoltaïque, parce qu'il faut noter que le Sénégal compte à peu près 3000 heures d'ensoleillement par an. Donc il y a un gros potentiel à aller chercher dans ce sens. Alors pour les perspectives, donc il y a la stratégie Gas to Power. Donc on est devenu un pays pétro-gazier, et gazier depuis à peu près mi-2024. Pétrolier depuis à peu près mi-2024 et gazier depuis à peu près début 2025. Donc, la stratégie de l'État est claire. Utiliser le gaz et le coupler avec des énergies renouvelables pour pouvoir justement atteindre la souveraineté énergétique. Donc, si vous avez l'opportunité de venir au Sénégal, vous verrez que la plupart des centrales à flux dans l'ensemble du territoire sont en train d'être transformées en centrales à gaz. À ce jour, on compte à peu près 5 centrales à gaz qui peuvent justement produire et être couplés avec des ENR pour pouvoir atteindre la souveraineté énergétique, comme je disais tout à l'heure. Il y a également la stratégie SAR.2.0, donc qui consiste à une création d'une deuxième raffinerie qui serait orientée plus vers l'axe Kaolack, donc dans le centre du pays, pour pouvoir justement desservir les autres axes du pays et pouvoir faciliter justement l'export de pétrole en brut. Et le Sénégal est également membre tout ce qui est ENR, j'en ai parlé tout à l'heure, avec l'objectif d'atteindre 40% en 2030. Et le Sénégal est membre de l'initiative JETP. Donc, le Sénégal pourra se missionner et avoir accès à des financements qui pourront permettre au Sénégal justement de développer et d'atteindre en tout cas son objectif de 40% de ENR sur 2030, mais aussi pouvoir monter en régime sur d'autres sources de ENR telles que l'hydrogène vert, avec lesquelles il y a énormément d'échanges et de partage de connaissances et de technologies avec la Mauritanie qui est bien avancée et qui a eu à bénéficier il y a quelque temps de financement AFD. Donc, c'est un montant de 2,5 milliards d'euros sur lequel le Sénégal pourra se positionner pour pouvoir bénéficier de financement. Alors, énormément d'acteurs français aussi présents, donc pas mal de filiales, Eiffage, Vinci, Meridiam, qui est d'ailleurs, qui finance des centrales au niveau de Saint-Louis. Nous avons Innovant, Groupe SNEF, Fonroche qui a gagné un marché de lampadaires solaires il y a à peu près 5-6 ans, près de 150 000 lampadaires solaires. Vous avez également les autres acteurs, tels que Moon, qui est très présent à Ziguinchor, justement sur la partie off-grid. Et donc, d'autres opportunités également sur tout ce qui est ingénierie, formation technique, décarbonation de bâtiments, ce qui est un sujet très, très important pour le gouvernement actuel. Comme l'a dit Gérald, donc, le gouvernement fait face à des soucis, on va dire, budgétaires. Du coup, l'État cherche en fait des niches où elle pourrait en tout cas récupérer de l'argent ou faire économiser en tout cas dans les dépenses. Et l'une de ces stratégies, justement, c'est que l'État a actuellement recensé près de 1000 bâtiments publics donc le but étant de décarboner ces 1000 bâtiments publics, installer du solaire pour pouvoir justement baisser la facture énergétique et pouvoir prendre ces ressources et les allouer dans d'autres niches, en tout cas prioritaires telles que la santé ou également tout ce qui est éducation. Je vais laisser Samba, du coup, qui va prendre le relais sur la partie infra et environnement. Parfait, merci. Merci Talam.
Donc, Talam Fall, avec lequel je partage le pôle industrie cleantech pour le bureau de Dakar. Et je suis en charge donc essentiellement de tout ce qui sera donc eau, assainissement, donc environnement, mine, architecture et BTP pour le bureau de Dakar. Donc, nous allons faire un petit focus tout à l'heure donc sur les JOJ, les Jeux Olympiques de la jeunesse 2026 qui vont se dérouler pour la première fois en Afrique et Dakar va ouvrir le bal. Cependant, donc, vous pourrez noter donc sur sur la slide que le taux d'accès à l'eau potable est de 86%, donc ce qui est très favorable et avantageux donc pour le Sénégal. Donc, puisque nous avons un système de délégation de services publics à des privés, donc qui est mis en place donc auprès de 4 délégations de services publics opérationnels, donc dans la gestion de l'eau. Donc, c'est séparé donc en hydraulique urbaine et en hydraulique rurale. Donc, avec la présence donc d'acteurs locaux ou bien d'acteurs français historiquement, donc qui étaient présents sur le Sénégal, donc dans la gestion du patrimoine de l'eau. Donc, ainsi, c'est le même cas donc sur le taux d'accès à l'assainissement, donc à l'assainissement de base de 63%. Et voilà, donc toujours avec une forte présence donc d'acteurs français, donc au type Veolia, NGE, SAD, donc qui sont vraiment très bien présents donc dans le secteur de l'eau, l'assainissement et aussi dans la gestion des déchets, donc avec une société nationale, donc la SONAGED. Donc voilà, selon les dernières données, donc jusqu'à la région de Dakar, donc produit à peu près 6,5 millions de tonnes de déchets, donc qui ont été produites sur l'exercice de 2024. Donc avec une grande partie de ces déchets qui sont jetés malheureusement dans la rue, donc ou bien dans les canaux d'assainissement ou bien à la mer. Donc la décharge de Mbebes donc va être mieux équipée, donc avec des centres d'enfouissement, etc. Donc qui se trouve donc en plein banlieue dakaroise, donc qui est la principale des charges du pays. Donc, l'idée, c'est d'actionner donc d'autres décharges, donc avec la création ou bien l'inclusion donc dans les développements des 8 pôles économiques régionaux, donc qui ne sont pas dédiés que donc dans les secteurs agro-industriels, mais plutôt dans d'autres secteurs industriels. Donc, vous pourrez aussi voir que donc, nous avons en perspective de développement et en perspective aussi de projet, donc le projet de port en eau profonde de Nayan qui s'inspire à devenir le plus grand port donc d'Afrique de l'Ouest. Donc après, nous avons le projet de dépollution de la baie de Han, donc qui était une station balnéaire historiquement, mais après, au fil du temps, avec l'arrivée des industriels, des agro-industriels autour, donc ce qui est devenu malheureusement une baie donc très polluée, donc d'où ce projet de dépollution donc investi à hauteur de 140 millions d'euros, donc où il y aura un intersecteur principal de 15 km de canalisation, 7 stations de pompage et une station d'épuration d'à peu près 25 000 mètres cubes jour, donc qui sera un traitement primaire et secondaire avec un émissaire marin de 3 km. Donc, il y aura bien sûr du raccordement auprès des industriels donc, qui se trouvent dans cette baie et aussi auprès des ménages donc, voilà, avec les maisons qui s'y trouvent. Donc, le projet d'autoroute de l'eau, donc, comme je l'ai dit au début, donc, nous avons un système de délégation des services publics à des privés donc, dans la gestion de l'eau. Donc, ce projet d'autoroute va être mis en place donc, pour mieux contrôler donc, la gestion du patrimoine de l'eau au Sénégal. Donc, avec la création de 2 usines de dessalement donc, qui vont être sur la petite côte. Donc, nous avons actuellement en cours donc, un projet de désalinisation d'eau de mer donc, sur la capitale, donc à Mamel, donc opéré par Eiffage, donc sous la gestion de la SONES, donc qui est la Société nationale des eaux du Sénégal. Donc, sur la partie habitation, donc nous avons un programme de 500 000 logements, donc puisque Dakar à elle seule donc a un déficit de logement donc à peu près de 300 000 unités, donc ce qui fait que ce programme donc pourrait être avantageux donc dans la partie logement et habitation. Donc, Jeux olympiques de la jeunesse, donc d'importants travaux donc, sont actuellement en cours de réalisation. Donc, Jeux olympiques de la jeunesse, donc octobre-novembre de cette année, pour la première fois en Afrique. Donc, Dakar va ouvrir le bal, donc avec beaucoup d'opportunités, les travaux qui sont actuellement en cours, donc avec la présence donc d'entreprises françaises type Sogea Satom, donc qui est très bien impliquée là-dessus. Et voilà aussi sur tous les projets que j'ai pu citer. Donc, nous avons la présence considérable d'Eiffage, donc historiquement au Sénégal, NGE, SAD,
SNCF dans la partie mobilité, Matière dans la construction de ponts et autoponts. Donc, où toutes ces sociétés opèrent dans plusieurs types d'opportunités, notamment donc, dans la promotion de pôles urbains, dans les bâtiments et travaux publics, aménagement du territoire, et surtout sur les travaux hydrauliques donc, et de la formation technique qui sont très demandeurs par rapport aux acteurs locaux. Je vais laisser une petite minute à Gérald pour faire un petit focus sur les JOJ de 2026. Oui, tu as dit l'essentiel, merci Samba. Simplement préciser, parce qu'on n'a pas approfondi sur le volet mobilité, mais c'est vrai que des jeux tels qu'ils vont s'ouvrir là, le 30 octobre, ça pousse le gouvernement à développer des infrastructures, notamment de transport et d'hébergement. Et pour le transport, eh bien, il y aura l'ouverture de l'extension du TER jusqu'à l'aéroport de Dakar. Alors, pour ceux qui connaissent, l'aéroport est quand même à plus de 50 km, donc c'est près d'1 heure de trajet. Le fait d'avoir de cette extension de la ligne qui va être ouverte d'ici quelques mois, eh bien, c'est important. Et nous parlons déjà d'extension vers la grande ville de Thiès, ça c'est la phase 3, et ensuite vers la petite côte, vers Embourg, ce sera la phase 4. De la même manière, développement d'une autoroute en cours entre Dakar et Saint-Louis, plus au nord. Donc, on parle quand même là d'un asphalte de plus de 200 km qui est déjà en travaux. Hein. On le voit vu du ciel quand vous arrivez sur Dakar en avion de jour. Donc voilà, ça pousse ces jeux vraiment sont un accélérateur de développement dans pas mal de domaines. Et nous poussons, hein, Business France est très actif pour encourager des retombées pour des entreprises françaises. Samba évoquait la construction olympique par Sogea Satom. Pour l'illustrer, rien que sur ce chantier, c'est plus de 3 millions d'euros d'équipements français en sous-traitance, de matériel sportif, mais aussi de matériel de seconde œuvre, électrique, équipement, etc. Alors, on peut passer au secteur suivant. Donc, sur l'agroalimentaire et la partie numérique. Alors, dans l'agroalimentaire, comme la Côte d'Ivoire, hein, ces pays, même si on n'a pas tout à fait le même climat, ça reste en premier lieu un grand jardin de production et d'élevage. Et c'est le secteur qui rassemble plus de 50% de la population active. Donc, quand on parle de souveraineté, le secteur principal d'application, ça reste l'agroalimentaire pour valoriser les productions locales, les transformer, les stocker et ensuite exporter. C'est bien ça l'ambition, créer de l'emploi et créer de la richesse ici. Il faut savoir qu'on parle sur certaines productions de 50% de pertes en bord de champ. Par exemple, la mangue, qui a une production très courte dans la saison, bien 50% de mangues sont perdues au pied de l'arbre. L'ambition, c'est de transformer, collecter ces produits, les transporter, les stocker, les transformer, puis les exporter. Et nous accompagnons maintenant des entreprises qui se positionnent dans ces secteurs de transformation, industrie laitière, fabrication de pulpe de mangue, de pulpe de fruits, transformation de la noix de cajou. Ce qui est intéressant dans notre activité, c'est que plutôt que d'accompagner des exportateurs de produits finis, eh bien aujourd'hui, nous accompagnons de l'ingénierie industrielle, de l'équipement, de la machine-outil, du froid, positif, négatif. Et en termes de valeur aussi, c'est très intéressant pour les entreprises françaises qui s'intéressent à ces marchés. Et là encore, j'évoquais tout à l'heure le développement endogène. Le gouvernement accompagne l'émergence d'agropoles, 9 agropoles à l'échelle du pays. Celle qui est le plus avancée aujourd'hui, c'est celle du Sud, en Casamance. Ce sont des lieux, des grandes zones industrielles liées à la transformation et à la valorisation des produits. Donc, grand intérêt à venir prospecter sur ce marché pour accompagner cette transition vers la valorisation, l'industrie, le stockage, puis l'exportation, sachant qu'il y a déjà des grands leaders nationaux qui exportent vers 20 ou 30 pays sur le continent. Je n'ai pas évoqué l'élevage, mais c'est aussi un secteur qui est très important dans notre relation bilatérale, puisque la France exporte dans un programme public chaque année entre 1800 et 2200 têtes de vaches laitières françaises, hein, de différentes races. Ensuite, un autre secteur mais qui est très important, on a évoqué l'énergie tout à l'heure en début de présentation sectorielle. Eh bien, il y a le numérique qui est un levier de transformation industrielle et économique. Le gouvernement a lancé son New Deal technologique il y a 1 an, c'était en février l'année dernière, qui vise
Parmi les principaux axes, c'est la souveraineté numérique encore, qui passe par le développement de data centers. Donc aujourd'hui, il y a des data centers privés avec tous les opérateurs téléphoniques, mais aussi publics. Le pays dispose aussi d'un supercalculateur qui est le 3e plus puissant du continent. Et nous attendons l'ouverture du parc des technologies numériques à Diamniadio, qui est entre Dakar et l'aéroport. Le parc est construit, il ne reste plus que maintenant à le brancher et à accueillir les opérateurs économiques dans le domaine de l'audiovisuel, de la création, de la formation. Donc ça, c'est la partie souveraineté. Deuxième axe, c'est la digitalisation des administrations et des services publics. Donc, la numérisation, on connaît bien. On est passé aussi par là en France, simplification, numérisation. Et le troisième, c'est le développement de l'économie numérique qui passe par les réseaux. Donc aujourd'hui, il y a 6000 km de fibres optiques qui sont déployées. Il faut encore en déployer 5000 à travers le territoire, là aussi, pour déployer des réseaux à l'échelle du pays et développer les zones industrielles. Donc c'est vraiment perçu un peu comme peut l'être l'énergie ou l'eau, le numérique, comme un vecteur de transformation industrielle du pays. Ça, c'est très important parce que nous avons de belles entreprises françaises dans ces domaines, en ingénierie, en hardware, en équipement, mais aussi en soft. Voilà pour les enjeux. Simplement signaler qu'il y a une communauté tech très forte au Sénégal, qui est sans doute la plus forte au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et bien dans notre mission aussi Business France, nous accompagnons aussi désormais des pépites sénégalaises à investir en Europe et donc en France. Donc c'est dire si aujourd'hui il y a l'émergence aussi de Je crois qu'on a perdu Gérald, en effet. Oui, c'est ça. Et je confirme, il y a l'émergence, comme il le disait, d'un intérêt fort de la part de start-upers ou de la part d'entrepreneurs du numérique de la sous-région vers la France. C'est un phénomène nouveau de voir arriver des investisseurs africains en France. On avait traditionnellement les Sud-Africains, qui sont d'ailleurs assez largement présents en Normandie avec Aspen Pharma ou avec Sibanye Stillwater. Et là, on voit arriver de plus en plus des entreprises du secteur du numérique, de la fintech, des services financiers qui viennent s'installer dans le pays. Pardon, Gérald, je vois que tu es revenu. Donc, non, tu as bien fait de prendre le relais. Merci, Marc, pendant cette petite latence. Peut-être que mon temps de parole était arrivé à son terme. On a fait ça subtilement, tu as vu, Gérald. Mais c'est très bien, effectivement, le timing est parfait. C'était un tour d'horizon assez rapide avec Marc et les équipes. Évidemment, on est à l'écoute pour répondre aux questions et approfondir les échanges. Comme je sais que les entreprises de la région sont très actives aussi et se déplacent régulièrement, donc on pourra aussi approfondir sur certains points. Si moi je dois juste résumer aussi dans la démarche, c'est qu'il faut être à l'image des entreprises ici, il faut se montrer persévérant, revenir, investir du temps et entretenir une relation soutenue aussi dans le temps avec ses partenaires ici. Et la notion de partenaire est primordiale parce que ce qu'on n'a pas encore évoqué, mais dans ces volontés de développement des économies ici, le développement, la souveraineté, le développement endogène sous-tend aussi le contenu local. Ce qui veut dire s'appuyer sur des partenaires locaux aussi, avoir une couleur locale et avoir cette vision long terme qui permettra d'être présent en 2030, en 2040. Il faut vraiment s'appuyer sur des partenaires locaux et nous sommes là pour ça avec les équipes, pour vous aider. Merci beaucoup. Alors effectivement, je suis passée sur différents événements et outils que vous proposez également pour mieux connaître ces marchés. Donc on enverra la présentation bien évidemment à tous les participants et même à ceux qui n'ont pas pu se connecter ce matin. Et on enchaîne, il nous reste quelques minutes, on va essayer de tenir le timing. Donc avec la mission collective qu'on est ravis d'organiser avec vous pour effectivement partir ensemble, groupés entrepreneurs normands au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Je vais laisser Béatrice présenter. Oui, merci Prune, bonjour à tous. Donc effectivement, les séquences de cette mission collective qui se fera en plusieurs étapes. La première de février à mai, qui est l'analyse de votre potentiel sur ces deux marchés et l'étude des aides financières disponibles pour optimiser votre budget.
Alors, pour ce faire, on vous propose un entretien dans un premier temps, donc un entretien individuel de 45 minutes avec le bureau Business France et votre conseiller référent TFE afin de comprendre vos besoins sur ces marchés, de valider les cibles à prospecter et vous donner les recommandations des actions à engager. Et sur cette période, effectivement, donc si vous souhaitez participer à la mission collective, votre conseiller référent TFE vous tient également informé des modalités d'accompagnement financière qui sont mobilisables et dont vous pourriez bénéficier en vérifiant les critères d'éligibilité. Donc, on va y revenir un peu plus tard dans la présentation sur les aides qui sont mobilisées. Le 5 juin, la date limite d'inscription. Donc, c'est la date limite pour recevoir le bon de commande signé pour confirmer votre engagement sur la mission. Ensuite, sur la période du 15 juin au 20 septembre, sur la base de votre cahier des charges, le chargé d'affaires sectoriel Business France va prendre contact avec les cibles identifiées en amont pour vérifier l'intérêt des prospects ou partenaires potentiels de votre offre afin de vous proposer un programme de rendez-vous. On vous aide également sur la préparation de votre déplacement, notamment sur les aspects logistiques et les formalités d'entrée sur les territoires. Ensuite, du 27 septembre au 2 octobre, sur place, déplacement de la délégation Normandie au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Vous allez pouvoir rencontrer donc en rendez-vous B2B les prospects qui ont été identifiés et participer à des séquences de networking et au temps fort de la mission. Et de retour en France, vous aurez l'occasion d'échanger avec votre conseiller TFE pour faire un bilan individuel et déterminer les actions à mettre en œuvre post-programme. En option, on vous propose également de bénéficier d'une prestation communication proposée dans le cadre de cette mission. Et le programme prévisionnel sur place, merci Prune. Alors, arrivé au Sénégal le dimanche 27 septembre, Dakar. Le lendemain, le lundi, on vous propose un séminaire d'accueil le matin, rendez-vous B2B l'après-midi, suivi d'un dîner avec la communauté d'affaires locale. Le mardi, une journée dédiée au programme de rendez-vous, avec une soirée libre ou un dîner avec les membres de la délégation Normandie. Le mercredi, dernier jour, rendez-vous B2B le matin et un débriefing l'après-midi, puis transfert soit sur Abidjan, soit retour sur Paris. La Côte d'Ivoire pour continuer le jeudi avec un séminaire d'accueil le matin, rendez-vous B2B l'après-midi, et soirée libre ou dîner avec la délégation Normandie. Vendredi, journée rendez-vous B2B, suivi d'un débriefing avec votre chargé d'affaires local Business France et en soirée, retour sur Paris. Alors, il faut savoir qu'avant votre départ, un livrable vous sera transmis comprenant notamment donc, votre programme de rendez-vous, incluant les fiches profils des entreprises que vous allez rencontrer sur place. Merci Béatrice. Donc un petit point sur le budget de cette mission où on a essayé de mobiliser différentes aides pour être le plus incitatif possible et vraiment vous aider à mettre en œuvre votre stratégie en Afrique de l'Ouest dans les meilleures conditions. Donc on a la chance d'être en Normandie où on a donc un dispositif Impulsion Export qui est porté par l'Agence de développement de Normandie. Donc vous pouvez bénéficier sous réserve de critères d'éligibilité jusqu'à 50% de l'ensemble de vos dépenses, au-delà juste de la mission, mais également des dépenses logistiques et toutes les dépenses afférentes au déplacement. Mais également, dans le cadre de cette mission particulièrement, on est en partenariat avec Total Energy, donc qui prend en charge jusqu'à 750 € hors taxe des frais de mission, si tant est que vous soyez effectivement éligible, donc en fait que vous respectiez les critères de PME, start-up ou TPE au sens communautaire. Donc, sens communautaire, c'est-à-dire que vous ne faites pas partie d'un grand groupe,
vous n'avez pas d'actionnariat public au-delà de 50%, vous avez moins de 250 salariés et vous avez un chiffre d'affaires qui est inférieur à 50 millions d'euros. Donc ça, c'est le premier point. Et le second, c'est que si vous êtes membre, et vous pouvez encore adhérer aux membres au club Afrique Proche Moyen-Orient, vous avez également une réduction de 100 €. Donc d'où les différentes colonnes qui détaillent les tarifs. Et on vous a également distingué donc une tarification pour participer à la fois à la mission Sénégal et Côte d'Ivoire, ou alors vous choisissez un des deux pays. Et puis ensuite, vous avez les deux options que vous mentionnez, Béatrice. Donc la première qui est une option de communication, donc qui est portée par des bureaux locaux, de manière à ce qu'effectivement vous ayez une belle visibilité au-delà de celle qu'on vous proposera, mais vraiment, je dirais, portée par les médias locaux lors de votre déplacement. Et puis également la tarification pour un participant supplémentaire, puisque les tarifs qui sont indiqués pour un participant uniquement. Voilà, je fais rapidement. De toute manière, encore une fois, on vous enverra les éléments. Et surtout après, c'est de faire le point avec votre conseiller TFE dédié pour discuter plus avant et prendre rendez-vous. Vous avez vu, les équipes Business France sont disponibles, sont spécialisées également par secteur. Donc, c'est tout l'intérêt également de pouvoir échanger en direct avec elles, de prendre le temps de discuter avec elles pour évoquer votre offre et votre stratégie plus en détail. Il est 34, si il y a quelques questions rapides, on va essayer de les prendre. Si vous en avez, n'hésitez pas. Je ne vois pas de main levée, pas de questions particulières à ce stade. Eh bien, écoutez, super, c'est qu'on a été très clair et qu'effectivement, le timing est quasiment respecté. Merci infiniment à tous les intervenants qui ont pris le temps ce matin d'être présents et de nous apporter toutes ces informations riches. Et voilà, on se fera un plaisir de vous envoyer le replay de ce webinaire et les slides qui ont été partagés ou non, d'ailleurs, qu'on a passé un peu rapidement. Donc, vous aurez tout ça également à disposition. Bonne journée à tous. Merci à tous et à bientôt en Afrique de l'Ouest alors. Ouais, merci, à très bientôt. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Merci.